On voit le soir en négatif, comme Jamie affichant une image. C'est très étrange. On y voit les marques de fouet sur son corps. On y voit ses traits. On y voit les trous à l'endroit où il a été crucifié, là où se trouvaient ses poignets. Le suaire n'était ni une peinture, ni une brûlure, ni une photographie. Barry Schwartz, les mains tremblantes, fixait le rapport AD. Un froid sentiment d'incrédulité l'envahissant. Après 40 ans d'études du suaire de Turin, il pensait d'avoir percé tous ses mystères. Il se trompait. Les données génétiques extraites des fibres anciennes ne correspondaient à aucune de leurs attentes. Elles ne prenaient pas de personnes ayant manipulé le suaire en Europe médiévale. Elles ne correspondaient pas aux restaurateurs italiens. Elles n'étaient même pas compatibles avec celles des populations de Palestine à l'époque romaine. Au lieu de cela, le laboratoire a découvert des marqueurs ADN dans des régions qui n'avaient aucun sens. Des séquences si étranges que 3 généticiens indépendants ont refusé d'approuver le rapport final. Lorsque Schwartz a finalement demandé à la chercheuse principale à quoi ils avaient réellement affaire, sa réponse l'a glacé. Barry, honnêtement, je ne sais pas. Personne ne le sait. Et pour être franche, certains de mes collègues ne veulent même pas le savoir. C'est alors que Schwartz a ressenti une prise de conscience plus profonde et plus troublante. La communauté scientifique n'était pas seulement perplexe face à ces preuves, elle les craignait. Mais voilà le problème. Pour comprendre pourquoi cette découverte d'ADN suscite une panique discrète dans les laboratoires de recherche, il faut d'abord savoir comment un photographe juif profondément sceptique est devenu la plus grande autorité mondiale sur la relique la plus controversée de l'histoire. Car ce que Schwartz a mis au jour au cours de 4 décennies d'études du suaire de Turin, et c'est précisément le genre de preuve que les puissantes institutions préféreraient garder secrète. Après 3 années de recherches intensives, notre équipe a enfin publié ses résultats dans des revues scientifiques à comité de lecture. Réfléchissez-y un instant. Quiconque a retiré ce linceul du tombeau a tout risqué. Le prendre aurait été aussi dangereux que de se tenir aux côtés de Jésus lui-même. Les soldats romains exécutaient des gens pour bien moins que cela. Maintenant, posez-vous la question, honnêtement. Risqueriez-vous la crucifixion juste pour sauver un morceau de tissu d'un voisin? Ou ne prendriez-vous un tel risque que pour quelqu'un dont vous croyez sincèrement qu'il a vaincu la mort? L'existence même de ce tissu suggère quelque chose de puissant que les livres d'histoire abordent rarement. Tout a commencé en 1978. Barry Schwartz était une étoile montante de la photographie technique, le genre d'expert auquel la NASA confiait ses travaux d'imagerie les plus sensibles. Aussi, lorsqu'un groupe de scientifiques américains de renom lui demanda personnellement son aide pour un examen confidentiel du suaire de Turin, sa première réaction fut l'incrédulité. En fait, il faillit en rire. Il était convaincu qu'il ne s'agissait que d'un faux médiéval, une habile peinture réalisée par un artiste talentueux. Dans son esprit, il ferait le voyage tous frais, payé en Italie, trouverait des coups de pinceau évidents en quelques heures et serait de retour chez lui 1 semaine plus tard. Un voyage gratuit en Europe. Mystère résolu. Carrière inchangée. Il en plaisantait même lors de conférences, balayant l'affaire d'un revers de main avec une remarque sarcastique qui allait le poursuivre pendant les 40 années suivantes. Mais lorsqu'il arriva enfin à Turin, un événement inattendu se produisit. Il ne s'y attendait absolument pas. L'image sur le suaire était indéniablement différente, quelque chose que personne n'avait jamais vu auparavant. Elle ne ressemblait à aucune image connue de l'histoire. L'équipe travailla sans relâche pendant 5 jours et 5 nuits épuisantes, dormant à peine, enchaînant les expériences sur l'étoffe antique. Schwartz documenta méticuleusement chaque détail, chaque fibre microscopique, chaque marque étrange, chaque détail impossible tissé dans le tissu. Et lentement, presque imperceptiblement, la couleur commença à quitter son visage. Il n'y avait aucune trace de pinceau, aucun pigment, aucune trace d'aucune méthode artistique connue. Quelle que soit l'époque, l'image obsédante du suaire de Turin
n'était pas peinte. Elle n'avait pas été brûlée ni carbonisée. Elle n'avait pas été créée par photographie, ni par aucune technologie identifiable. Logiquement, elle ne devrait pas exister. Et pourtant, elle existait. Voici ce qui la rend encore plus troublante. Schwartz tenta d'abandonner le projet à 2 reprises. Il se disait que ce n'était pas à lui de résoudre le problème. Après tout, il était juif. Pourquoi s'intéresserait-il à une relique chrétienne vieille de 201 alors que le Suaire semblait le retenir prisonnier? Quelque chose le ramenait sans cesse en arrière. Puis tout bascula avec l'arrivée de Don Lynn. C'est là que l'histoire prit une tournure plus sombre et mystérieuse. Lynn n'était pas un scientifique comme les autres dotés d'un CV impressionnant. Il avait participé aux missions légendaires Voyager et Galileo, une mission révolutionnaire. Il était l'un des meilleurs experts en imagerie de la NASA au sein du prestigieux Jet Propulsion Laboratory. Quand Don Lynn prenait la parole, on l'écoutait. Lors d'une réunion de planification intense, Schwartz finit par poser la question qui le taraudait. « Pourquoi suis-je ici? Je ne suis qu'un juif, sans aucun lien avec ces histoires de religion. » La réponse calme de Lynn le frappa de plein fouet. « Jésus était juif lui aussi, » dit Lynn simplement. Puis il se pencha vers lui, baissant la voix. Peut-être que Dieu voulait l'un des siens dans cette équipe. Schwartz sentit un frisson lui parcourir les chaînes. L'atmosphère de la pièce changea instantanément et Lynn n'avait pas fini. Il conseilla à Schwartz de se rendre à Turin, de fournir un travail d'une qualité professionnelle irréprochable et de croire qu'un dessein plus grand se révélerait avec le temps. Ces simples mots changèrent tout. Il était loin de se douter qu'il s'engageait dans un mystère qui allait occuper le reste de sa vie. Plus tard, Schwartz fit une confidence troublante. Il commençait à penser que beaucoup de chrétiens n'étaient pas informés de toute la vérité concernant le Suaire de Turin. Mais l'analyse d'images choquantes n'était que le début. Pendant les 3 années intenses qui suivirent l'équipe, réalisa tous les tests scientifiques c'est possible. Leur objectif était simple, prouver que le tissu était un faux, publier les résultats et poursuivre leur carrière. Au lieu de cela, ils se sont heurtés à des impasses successives. Ni peinture, ni colorant, ni traces de brûlure, ni produits chimiques photographiques d'aucune époque. Rien qui puisse expliquer la formation de l'image. Et voici ce que la plupart des gens ignorent. Ils n'ont pas seulement échoué à identifier la méthode. Grâce à des recherches rigoureuses, évaluées par des pairs et publiées dans d'importantes revues scientifiques, ils ont démontré quelque chose de bien plus troublant. Aucune technologie connue à quelque époque que ce soit ne permettrait de reproduire une image présentant de telles caractéristiques. Réfléchissez-y. L'humanité peut envoyer des robots sophistiqués sur Mars. Nous avons cartographié l'intégralité du génome. Nous pouvons scinder les atomes. Et pourtant, nous sommes toujours incapables de reproduire l'image mystérieuse sur ce tissu même avec les technologies modernes. Lorsque l'équipe a finalement publié ses résultats complets, la réaction de la communauté scientifique fut étrange. Ni indignation, ni débat, juste un silence pesant. Aucune réfutation majeure, aucune riposte décisive, juste un calme profondément inquiétant. Aucun effort académique sérieux n'a été entrepris pour contester ou démanteler leurs recherches rigoureuses. Au lieu de cela, un silence étrange et pesant s'est installé. Aucun débat d'envergure, aucune réfutation convaincante, juste un malaise, comme si une personne influente avait refusé de le faire. Il ne voulait pas que la conversation aille plus loin. C'est là que l'histoire de Schwartz prend une tournure profondément personnelle. Car même après avoir vu toutes ces preuves de ses propres yeux, il refusait toujours de croire que le Suaire de Turin était authentique. Pendant 18 longues années, il a résisté aux conclusions mêmes auxquelles ses recherches le menaient. La raison le sent.
Les taches sur le tissu paraissaient encore rouges. Taches sur le... Or, quiconque possède des connaissances de base en criminalistique sait que le sang séché prend généralement une teinte brune foncée quelques heures après avoir été exposé à l'air. Ce simple détail a maintenu Schwartz dans un scepticisme inébranlable. À ses yeux, c'était la preuve irréfutable que quelque chose clochait. Mais tout a basculé en 1995. Après des années de résistance intérieure, Schwartz reçut un appel téléphonique qui allait complètement bouleverser sa compréhension du suaire. À l'autre bout du fil se trouvait le docteur Schwartz, expert en sang de renommée mondiale, Alan Adler, et il détenait la réponse à la question qui avait empêché Schwartz d'accepter l'authenticité du tissu. À l'autre bout du fil se trouvait le docteur Alan Adler, biochimiste, formé à Harvard, expert mondialement reconnu en chimie sanguine, et comme Schwartz, chercheur juif aux références irréprochables. Quand Adler a évoqué les preuves sanguines, les gouvernements et les grandes institutions ont prêté attention. « Barry », a dit Adler, sa voix habituellement calme, se faisant tendue et grave. Pim, les échantillons de sang prélevés sur le suaire contiennent des taux extrêmement élevés de bilirubin, bien supérieurs à la normale. Schwartz marque une pause perplexe face à ce terme technique. Qu'est-ce que cela signifie? Hélène expliqua à Adler avec précaution. Lorsqu'un corps humain subit un traumatisme extrême et prolongé des coups brutaux de violentes flagellations, des piqûres d'épines acérées, et en dernier recours, la crucifixion, il entre en état de choc. Dans cet état, le taux de bilirubine augmente considérablement. Le foie est saturé et ne peut plus la traiter suffisamment rapidement. Le sang saturé de bilirubine reste rouge vif. Elle ne s'assombrit pas avec le temps. Schwartz sentit un frisson. Son esprit passa en revue des années de recherche. La réponse était sous ses yeux depuis près de 20 ans. Il lui manquait simplement les connaissances biochimiques pour l'interpréter. À cet instant, ses derniers doutes s'évanouirent. Le suaire de Turin n'était pas seulement possiblement authentique. Elle correspondait parfaitement à ce qu'on avait toujours affirmé être le linceul de Jésus de Nazareth. Mais la suite fut encore plus troublante. Car l'aspect le plus troublant de l'enquête ne provenait ni de l'imagerie, ni des analyses sanguines, mais de la génétique. Un aspect que la plupart des scientifiques abordent rarement ouvertement. Lorsque les chercheurs ont enfin extrait de l'ADN exploitable des fibres anciennes du suaire, ils s'attendaient à quelque chose d'ordinaire, des siècles de contamination. Des manipulateurs européens, des moines du Moyen Âge, des restaurateurs de la Renaissance, des conservateurs italiens. Mais ce ne fut pas le cas. Les résultats génétiques étaient profondément déconcertants. Les séquences ont révélé des marqueurs distincts provenant de multiples régions du monde, complètement différentes. On y trouvait des traces du Moyen-Orient, ce qui était logique, mais aussi des marqueurs inattendus d'Asie du Sud, d'Afrique du Nord et d'autres populations anciennes, qui ne devraient pas se trouver tous ensemble sur un même tissu censé provenir de Jérusalem au 1er siècle. Et voici ce qui a le plus perturbé les chercheurs. Ces motifs ne ressemblaient pas à une contamination aléatoire due à des siècles de manipulation. Ils étaient trop spécifiques, trop géographiquement distincts et trop intentionnellement répartis sur le tissu. Cela ne ressemblait pas au mélange normal que l'on attendrait de contacts historiques. Lors de conversations privées, certains généticiens ont admis n'avoir jamais rien vu de tel. L'ADN ne correspond à aucun modèle scientifique établi. Ni manipulation naturelle, ni déplacement historique connu, ni contamination typique ne sont possibles. Il s'agit d'une preuve qui reste difficile à expliquer même pour les spécialistes du suaire de Turin. Certains chercheurs éminents ayant participé à l'analyse hésiteraient à publier leurs conclusions complètes, ce qui soulève une question troublante. Pourquoi des scientifiques sérieux retiendraient-ils des données? La position académique officielle persiste à affirmer que le suaire de Turin n'est rien de plus qu'un faux médiéval créé par un artiste inconnu. Pourtant, cette position est si difficilement compatible avec les faits.
Des analyses sanguines révélant un traumatisme physique extrême, un processus de formation d'images qu'aucune technologie connue ne peut reproduire, et des résultats ADN qui soulèvent plus de questions qu'ils n'apportent de réponses. Questions. On a presque l'impression que la conclusion a prévalu et que l'on s'attendait à ce que les preuves s'y conforment. Mais les données ne corroborent pas ce scénario. Depuis des années, des idées alternatives circulent discrètement parmi les chercheurs. Certains scientifiques évoquent lors de discussions privées des marqueurs génétiques qui ne correspondent à aucune base de données de population connue. D'autres évoquent des séquences qui semblent fragmentées ou inhabituelles sans lien avec le vieillissement ou la dégradation biologique normale. Ce qui a changé, c'est que les sceptiques ne proposent plus systématiquement d'explications contraires convaincantes. Dans certains cas, ils évitent tout simplement le sujet. Peut-être parce qu'une analyse approfondie des données AD pourrait soulever des questions auxquelles la science officielle n'est pas encore prête à répondre. Et si les données génétiques suggéraient que le tissu était plus ancien qu'on ne le pense? Et si ces anomalies révélaient des lacunes dans notre compréhension des migrations ou de l'histoire des populations anciennes? Et si certains experts se penchaient discrètement sur ces possibilités depuis des années incertains de la réaction du public? Ces idées ne proviennent pas toujours de voix marginales. Dans certains cas, elles émergent de débats en cours et de questions non résolues qui continuent d'entourer l'une des reliques les plus étudiées au monde. Il ne s'agit pas de spéculations hasardeuses, mais de questions sérieuses, soulevées par des chercheurs reconnus lors de discussions professionnelles privées, le genre de conversations délicates qui sont rarement publiées dans des revues à comité de lecture. Après avoir constaté à quel point la perception du public pouvait être facilement influencée par des titres sensationnalistes, Schwartz s'est profondément inquiété. De nombreux articles de presse concernant le suaire de Turin étaient trompeurs, et certains étaient tout simplement faux. Il prit donc une décision qui allait marquer le reste de sa vie. En 1996, il créa Shroud.com de toutes pièces. Au fil du temps, ce site devint la plus grande et la plus complète archive scientifique consacrée à la recherche sur le suaire. Partout dans le monde, des millions de personnes le consultent, chaque année à la recherche d'informations fiables. Fait remarquable, le site prospérait bien avant que Google ne devienne un nom familier. Schwartz refusait toute publicité. Il déclinait les parrainages, les financements d'entreprises et toute influence commerciale ne proposant que des données scientifiques brutes, librement accessibles à quiconque souhaitait les examiner avec honnêteté. En 2009, il est allé plus loin en fondant l'Association pour l'éducation et la recherche sur le suaire de Turin, une organisation à but non lucratif. Sa mission était simple: préserver les preuves et rendez-les accessibles aux générations futures de chercheurs. Au fil des ans, nombreux furent ceux qui s'interrogèrent sur ses motivations. Pourquoi un Juif consacrerait-il sa vie à la protection de preuves controversées liées à Jésus? Sa réponse demeura immuable. Elle était toujours simple et directe. Mon travail n'est pas de dire aux gens ce qu'ils doivent croire, disait souvent Schwartz. Ma responsabilité c'est de veiller à ce que les preuves scientifiques perdurent. Mais il y a aussi un aspect profondément personnel à cette histoire qu'il a rarement évoqué dans ses interviews. L'enquête n'a pas seulement façonné sa carrière, elle l'a transformée. Après des décennies passées à présenter ses recherches à travers le monde, quelque chose a changé. Les gens ont cessé de l'interroger sur le suaire de Turin lui-même. Ils ont commencé à lui poser une question bien plus personnelle. Que crois-tu maintenant, Barry? À 50 ans pour la première fois de sa vie, il dut affronter une question qu'il avait toujours évitée depuis l'enfance. Élevé dans une famille juive orthodoxe, très pratiquante, entouré de sa famille élargie et de traditions scrupuleusement respectées, il avait pourtant passé des années à l'âge adulte à rejeter la foi comme une simple superstition. Pourtant, au cours de cette longue enquête, un événement inattendu s'est produit. En examinant honnêtement son propre cœur, il a découvert quelque chose qu'il n'avait pas anticipé. Dans ses propres mots empreints de calme et de réflexion, « J'ai été stupéfait de réaliser que Dieu avait toujours été là,
attendant simplement que je me retourne et que je le remarque. Dissonamment, Barry Schwartz n'a jamais cherché à prouver quoi que ce soit sur la religion. Il était simplement un photographe qui a suivi les indices où qu'ils le mènent. Et ce chemin l'a conduit là où la science moderne peine encore à expliquer, là où de puissantes institutions s'inquiètent et où de nombreux chercheurs hésitent à poser ouvertement des questions. L'analyse sanguine révèle un traumatisme physique extrême. L'image elle-même reste inexplicable par toutes les technologies connues. Et les résultats inhabituels de l'analyse ADN, c'est ce que certains scientifiques admettent discrètement être le plus difficile à comprendre. En fin de compte, tout se résume à une question fondamentale, le suaire de Turin. Est-il une preuve matérielle authentique liée à la résurrection? Ou s'agit-il de la création artistique la plus sophistiquée de l'histoire de l'humanité réalisée grâce à des méthodes que nous ne sommes toujours pas capables d'identifier ni de reproduire? Les deux hypothèses ont des implications considérables. J'aimerais connaître votre avis sincère. Que pensez-vous de ces éléments? Partagez votre point de vue dans les commentaires ci-dessous. Et si l'histoire méconnue et les mystères rarement abordés dans les médias traditionnels vous intéressent, abonnez-vous et activez les notifications, ce n'est que le début.